Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo. Aujourd'hui, on va parler politique et économie. L'engagement individuel est nécessaire, mais largement insuffisant, comme évoqué en introduction du MOOC. On dépend donc de notre environnement social, technique et politique. Parmi les différents leviers d'action collective mobilisables dans la lutte contre le changement climatique, le levier politique est donc un levier majeur. L'action politique permet de réguler l'économie et donc l'action des entreprises. Elle permet aussi d'influer sur le quotidien des citoyens. Pourquoi cette action est-elle nécessaire à l'échelle internationale, nationale et locale? Est-elle efficace? Pourquoi faut-il politiser la question climatique? C'est ce que nous allons voir dans cette troisième partie intitulée « Inertie politique et économique de la transition ». Qu'est-ce qu'une COP? En 1992, lors du sommet de la Terre de Rio de Janeiro, l'ONU s'est dotée de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, ou CNUC, un cadre d'action contre le changement climatique. Depuis 1995, lors des COP, pour Conferences of the Parties, les États signataires se réunissent une fois par an pour obtenir des accords sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il y a actuellement 197 parties et de nombreuses coalitions aux intérêts communs, comme le groupe parapluie composé des pays les plus influents hors Union européenne, ou le groupe des pays dits en développement. Des sessions de négociation appelées intersessions sont réalisées en amont de ces sommets, très souvent à Bonn, en Allemagne, au siège de la CNUC. Elles sont très importantes, puisque le travail de négociation est effectué toute l'année. Elles sont par contre bien moins médiatisées. Parmi les COP les plus célèbres, on peut citer la COP 3 de Kyoto, en 1997, qui a abouti au protocole de Kyoto, où 37 pays, dits développés, se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre sur la période 2008 à 2012, par rapport au niveau de 1990. En 2009, la COP 15 de Copenhague a été très médiatisée car aucun accord global n'avait été trouvé, et elle est fréquemment qualifiée d'échec. Plus récemment, en 2015, la COP 21 fut qualifiée d'historique, car elle a permis d'aboutir à un accord engageant 195 États à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre pour rester sous les 2 degrés Celsius d'élévation de la température en 2100, par rapport à l'ère pré-industrielle. J'invite maintenant la COP à adopter le projet de décision intitulé « Accord de Paris » qui figure dans le document. Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. L'accord reste néanmoins non juridiquement contraignant. Enfin, la prochaine COP25 aura lieu au Chili, à Santiago, du 2 au 13 décembre 2019. On peut, tout de même, se poser une question. Quelle est l'efficacité des COP? En octobre 2018, Antonio Guterres déclare avant la COP24 que la transition n'avance pas assez vite. It is plain we are way off course. We need more action and more ambition, and we absolutely have to close this emissions gap. If we fail, the Arctic and the Antarctic will continue to melt. Corals will bleach and then die. The oceans will rise, more people will die from air pollution, water scarcity will plague a significant proportion of humanity, and the cost of disasters will skyrocket. Climate change is running faster than we are, and we must catch up sooner rather than later before it is too late. For many people, regions, even countries, this is already a matter of life or death. On est encore loin de l'objectif de l'accord de Paris des 2 degrés et encore plus loin des 1,5 degré. La somme des engagements mène aujourd'hui à un réchauffement global de plus de 3 degrés Celsius à la fin du siècle. En conclusion, malgré des évidentes disparités entre les pays sur leur pouvoir de négociation, les COP sont des éléments nécessaires car c'est un des seuls lieux d'échange entre les pays se revendiquant du Sud, Global South, et les autres pays du Nord, aussi appelés pays de l'annexe 1. C'est aussi le lieu pour les jeunes du monde entier, appelés les Youngo, de faire entendre leurs revendications. Cependant, les COP sont aujourd'hui insuffisantes, notamment par manque de contraintes juridiques en cas de non-respect des objectifs. Pour mieux comprendre les COP, l'association Climate organise des simulations de COP, appelées COP in My City. Vous pouvez y participer et même les organiser près de chez vous. Et si tu as envie d'y participer, tu peux aussi contacter le REFED qui permet à des jeunes de se joindre aux négociations climatiques. En France, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? À l'échelle de la France,
c'est la loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015 qui donne le ton, ainsi que le plan climat de Nicolas Hulot de 2017. La stratégie nationale bas carbone, ou SNBC, vient appuyer ces engagements et donne à la France une feuille de route pour sa transition vers une société décarbonée. Elle vise à atteindre la neutralité carbone dès 2050, c'est-à-dire zéro émission nette. Ça veut dire que les émissions de gaz à effet de serre devront être inférieures ou égales aux quantités que pourra absorber le milieu naturel géré par l'homme et certains procédés industriels. La SNBC vise notamment 1. Une énergie décarbonée à l'horizon 2050. 2. Une réduction par 2 des consommations d'énergie dans tous les secteurs grâce à la sobriété et l'efficacité énergétique. 3. Une forte réduction des émissions non liées à l'énergie. Ça concerne notamment l'agriculture et les procédés industriels. 4. Une augmentation des puits de carbone en travaillant sur la gestion de la forêt, un changement d'usage des sols et la capture et le stockage de carbone. Pour cela, la SNBC s'appuie sur une trajectoire de référence et un engagement contraignant matérialisé par des budgets carbone, c'est-à-dire un plafond d'émissions révisé par période de 5 ans. Un budget représente une quantité d'émissions de gaz à effet de serre à ne pas dépasser au niveau national et elle est déclinée par secteur d'activité. Et on en est où? Selon le réseau Action Climat et son observatoire Climat-Énergie, en 2017, la France était 6,7% au-dessus de son objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, soit 466 mégatonnes CO2 émis contre un objectif de 437. Parmi les secteurs à la traîne, le secteur des bâtiments et les transports. Ça veut dire que tout le retard pris sera à combler ces prochaines années, avec des budgets carbone qui devront être révisés à la baisse, sachant qu'on était déjà à la traîne en 2016. À l'échelle infranationale, c'est-à-dire régionale et locale, le rôle des collectivités territoriales a été renforcé ces dernières années. Aujourd'hui, après la réforme territoriale instaurée par la loi NOTRe, les régions sont obligées de réaliser des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et de qualité des territoires, ou SRADET, document de planification du territoire qui doit fixer des objectifs ambitieux sur le climat et qui légifère sur 11 thématiques. Aussi, certaines EPCI, collectivités, sont obligées de réaliser des plans climat, air, énergie territoriaux, ou PCAET, incluant des objectifs énergie-climat. Les plans climat sont actuellement en cours d'élaboration et de finalisation. Et les personnes citoyennes ont un rôle actif à jouer, que ce soit dans la concertation, dans le suivi ou sa mise en œuvre. En effet, à mi-parcours, une évaluation devra être menée et les citoyens auront leur mot à dire. Cependant, l'articulation de cette stratégie nationale avec les plans et schémas des échelles régionales et territoriales est encore loin d'être complète. L'absence de cadre et d'outils communs définis et déclinés à la maille du territoire rend aujourd'hui difficile la visualisation des impacts des stratégies régionales et territoriales sur les objectifs SNBC. Et inversement. L'articulation des principales stratégies, plans et programmes avec la SNBC est très complexe, comme vous pouvez le voir sur le schéma. C'est alors assez difficile pour les élus locaux de s'y retrouver parmi tous ces acronymes et tous ces documents de planification. Dans son rapport, publié en juin 2019, le Haut Conseil pour le climat préconise une meilleure articulation des objectifs de la SNBC à des échelons régionaux et infrarégionaux. Cela nécessitera à la fois des moyens humains, techniques et financiers suffisants, des méthodes harmonisées et une évaluation systématique des impacts des politiques et des mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et pendant ce temps, malgré l'action politique, toujours plus d'investissements dans les énergies fossiles ont lieu. À l'échelle mondiale, malgré la signature de l'accord de Paris fin 2015, 33 banques ont continué de financer massivement les énergies fossiles selon le rapport Banktrack. Selon les auteurs du rapport, elles ont injecté pas moins de 1900 milliards de dollars, soit près de 1700 milliards d'euros, dans l'industrie du charbon, du pétrole et du gaz. Selon l'I4CE, si en France les investissements pour le climat dépassent 40 milliards d'euros, alors que les besoins sont compris entre 50 et 70 milliards d'euros, 70 milliards sont investis annuellement dans les énergies fossiles, que ce soit dans les véhicules ou les chaudières fonctionnant aux énergies fossiles comme le fioul. Les lobbies ont aussi une influence sur les investissements à ces énergies. Selon les Amis de la Terre, la Commission européenne a créé un réseau d'experts sur les hydrocarbures non conventionnels composé à plus de 70% de représentants directs ou de personnes ayant des liens financiers avec l'industrie du gaz de schiste. Le lobbyisme pro-énergie fossile est donc un obstacle majeur
au désinvestissement dans ces énergies carbonées. N'hésitez pas à visionner la vidéo 4 sur la technique pour creuser ce sujet des lobbies. On prend donc un retard considérable. On sait qu'il faut effectuer une transition, on met des politiques publiques pour aller dans ce sens, mais le désinvestissement dans les énergies fossiles est beaucoup trop lent. Et si c'était dû à la nature de notre système économique? Aujourd'hui, le système économique dominant, capitaliste, est fondé sur un concept qui fait aujourd'hui débat, la croissance. Comme on l'a vu dans la première saison du MOOC à travers l'équation de Kaya, il y a une causalité entre la croissance du PIB et les émissions de gaz à effet de serre. Première question qui nous vient à l'esprit. À l'échelle globale, pourrait-on découpler les émissions de gaz à effet de serre de la croissance économique? C'est un grand débat chez les économistes. Selon Gaël Giraud, économiste en chef de l'Agence française pour le développement, cela revient à se demander si nous pouvons faire de la croissance verte, si nous pouvons découpler l'augmentation du PIB de celle de la consommation d'énergie fossile, donc des émissions de gaz à effet de serre. Ma réponse est très vraisemblablement non, car aujourd'hui, il n'y a aucune preuve empirique montrant qu'un tel découplage est possible. Dans ces conditions, il se peut que la croissance verte soit un nouveau mythe qui invite à continuer avec notre cécité actuelle. Il faut arrêter de nous anesthésier la conscience en nous disant « on arrivera à découpler un jour ». Le problème viendrait-il donc des fondements de l'économie néoclassique? Antonin Potier, économiste et auteur du livre « Comment les économistes réchauffent la planète », critique ce concept de réchauffement climatique global optimal calculé par William Nordhaus, prix Nobel d'économie en 2018 et créateur du modèle climatique DICE. Si on mène une analyse coût-bénéfice via ce modèle, on obtient que le réchauffement climatique optimal est de plus de 3,5 degrés, selon ses derniers travaux de 2017. Business as usual, vous avez dit? Au-delà de 2 degrés Celsius, on ne connaît pas les conséquences du changement climatique. Est-ce vraiment sérieux de déclarer que plus de 3,5 degrés est économiquement le meilleur choix? Enfin, pour résumer le problème économique actuel, on peut évoquer le paradoxe de la transition. Pour changer, on a besoin d'argent pour investir dans des infrastructures décarbonées, et donc de la croissance économique et d'un système financier verrouillé sur les fossiles, de nouvelles techniques, et donc de la recherche et développement, et donc d'une énergie abondante pour extraire par exemple d'autres ressources comme les métaux et les minerais. Or, ces éléments peuvent nous être fournis que dans le cadre socio-technique actuel. Dans cette vidéo, on a vu les principaux obstacles politiques et économiques qui se dressent dans la lutte contre le changement climatique. Voici les 3 points clés. Premier point, les COP, négociations internationales sur le climat, sont nécessaires, car c'est un des seuls lieux de rencontre entre les pays dits du Nord et du Sud. Cependant, les intérêts sont souvent très divergents, malgré l'accord de Paris, et on se dirige actuellement plus vers une trajectoire 3 à 4 degrés que 2 degrés. 2. La France, à travers la SNBC, a mis en place une politique a priori ambitieuse, car elle vise la neutralité carbone en 2050. Problème, les premiers budgets carbone sont dépassés. Autre problématique majeure, la territorialisation est difficile. S'approprier la politique nationale à l'échelle locale reste difficile à cause de la complexité des politiques énergie-climat et du manque de moyens à l'échelle locale. Enfin, on constate toujours plus d'investissements dans les énergies fossiles. La croissance, condition nécessaire à la survie de notre système économique, pose sérieusement question. Il reste difficile de découpler la croissance du PIB des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. L'action politique et économique est nécessaire, mais on voit qu'elle est bien loin d'être à la hauteur. En tout cas, aucun changement de paradigme n'est aujourd'hui notable. Être en mesure d'actionner le levier politique pourrait être en tout cas la première étape pour permettre de décompter bien d'autres verrous structurels. On voit donc ici qu'il faut un changement systémique. Et si par exemple, nous devions repenser notre rapport à la technique? Y a-t-il un lien avec les systèmes de domination? Tu le découvriras dans nos 2 prochaines vidéos, et notamment dans la prochaine qui porte sur notre rapport à la technique.